Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble, ravi de vous accueillir dans votre nouveau rendez-vous de la laïcité. Alors, dans votre magazine En quête de sens, aujourd'hui, on évoque Platon, ce philosophe qui, dit-on, aurait inventé la démocratie. Mais est-ce que la conviction politique collective est possible de nos jours? Voilà des questions posées à différents penseurs contemporains par le Centre laïque de l'audiovisuel. Nous avons chez Platon le premier philosophe qui à la fois pose la question de qu'est-ce que c'est que la signification d'être là, de vivre, et deuxièmement qui se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une collectivité juste. Et la critique qu'il opère de la démocratie, il l'a fait au nom de la justice. Il ne l'a fait pas au nom d'un roi, d'un empereur ou d'un groupe social. Voilà, il le fait au nom de la société elle-même. Et ça, évidemment, ça nous intéresse vivement, parce que la question de savoir qu'est-ce que c'est que la démocratie en temps de crise, c'est tout de même assez fortement notre question. Et c'est pour ça que tout en étant convaincu que la solution d'une tyrannie aristocratique n'est pas la meilleure, je ne pense pas non plus que la question soit la question du nombre ou de la majorité. La question, c'est plutôt que s'élabore petit à petit une espèce de conviction collective. Voilà. Et que cette conviction collective doit quand même être fondée non pas sur le libre jeu des égoïsmes, ce qui est la doctrine libérale malgré tout, mais sur une conviction partagée qu'on peut faire mieux que l'égoïsme. Et que finalement, c'est une idée fausse. Ça, Platon tient beaucoup à cette démonstration. C'est une idée fausse que seul l'égoïsme permet le bonheur. Les Lumières qui doivent beaucoup au christianisme, mais sous une forme qui n'est plus celle d'une religion révélée, mais plutôt d'une morale et d'une anthropologie universelle, d'une science qui ne dépend que de l'observation et du raisonnement, et non plus de la révélation. L'un des versants sombres, c'est une idée que les hommes ont conçue à partir de cette époque, qui est que tout objectif est atteignable, qu'on peut tout faire et que l'être humain ne doit connaître de frein que provisoire. C'est ce qui a fait qu'une certaine pensée utopiste est née dans le sillon des Lumières, qui a été incarnée dans un premier temps par le colonialisme, qui s'est présenté comme un mouvement qui voulait apporter la civilisation au reste du monde, apporter les Lumières aux sauvages, en somme. Elle en a pris une toute autre forme avec le communisme au début du XXe siècle, lorsque de nouveau le rêve d'un avenir radieux et d'une table rase, d'une possibilité de créer un homme nouveau s'est affirmé à travers la doctrine communiste. Et puis beaucoup plus récemment, à notre époque, et justement depuis le début du XXIe siècle, on peut observer l'extension d'un autre rêve qui est celui d'apporter la démocratie et les droits humains au monde entier, y compris par des moyens violents. Donc les bombes et les missiles sont censés imposer la démocratie chez les autres. Et cela ne se produit pas très facilement. Donc ceci aussi, nous le devons aux Lumières. Cette prise de la place de Dieu par l'homme qui décide entièrement de son destin et qui considère qu'il n'a aucune limite qui doit le contraindre. Et alors
ça se partage en petit, avec peut-être d'abord, quand c'est des espoirs individuels, son conjoint, sa famille, etc. Mais lorsqu'il s'agit d'espoirs politiques et collectifs, c'est quelque chose de partagé. Et Eri de Luca revient à la racine, effectivement, en hébreu, de tikva. Tikva, c'est la corde, c'est ce qui relie des êtres humains les uns aux autres. Alors ça peut être la corde qui attache des prisonniers, qui les contraint, mais c'est là aussi la cordée des alpinistes, celle qui fait que finalement on s'empêche l'un l'autre de tomber et on chemine ensemble en étant non pas attachés d'une manière servile, mais finalement reliés les uns aux autres. Je crois qu'il y a l'espoir est toujours à la fois quelque chose qui se raconte, qui se dit, qui se partage et aussi qui se met en œuvre. On a souvent cette idée, et les philosophes parfois l'ont critiqué, l'espoir, on a souvent cette idée que c'est une illusion, que c'est une histoire qu'on se raconte, que du coup c'est joli mais ça n'a pas d'impact sur le réel, alors qu'au contraire, si vous regardez comment marche l'histoire humaine, toutes les révolutions, tous les progrès, tous les combats qui ont pu avoir lieu et qui ont créé le monde de liberté toute relative, mais quand même où nous sommes, c'est bien évidemment toujours parce que collectivement, des gens posaient des horizons qu'ils voulaient atteindre et qui n'étaient pas là. L'espoir n'est pas quelque chose, si vous voulez, qu'on attend passivement, il est au contraire une œuvre collective à construire. Donc ou bien on sort de l'Europe et on est Front National ou souverainiste de gauche nos vieux pays sont morts, on sera liquidé, balayé, ou bien on fait une Europe fédérale à 10 ou 12, avec une possibilité de rejoindre le peloton par les autres, sous certaines conditions. Et si on fait une Europe vraiment fédérale, c'est au moins avec un ministère des Finances commun. On pouvait se passer, eh bien on sort de la crise en 48 heures, on pouvait se passer, si vous voulez, d'une Europe fédérale quand il n'y avait pas la concurrence de l'Inde et de la Chine et des BRICS. Mais là on est à poil dans la neige, enfin c'est ridicule ce qu'on fait en ce moment. Donc il faut être capable de faire une vraie Europe fédérale, et c'est pas simplement évidemment une question financière, économique et commerciale, bien que ce le soit aussi, mais l'Europe a une caractéristique particulière sur le plan de la civilisation, ce que Kant avait déjà vu dans un petit texte génial qui date des années 1784, Was ist Aufklärung, qu'est-ce que les Lumières? C'est que c'est la civilisation de l'autonomie. C'est-à-dire la seule civilisation, c'est pas simplement une question politique, c'est aussi l'histoire de l'art hollandais par exemple. C'est la seule civilisation dans laquelle on va couper du religieux, en tout cas sur le plan politique et sur le plan artistique, ce qui est très important. Et c'est la seule civilisation dans laquelle nous, vous et moi, mais aussi nos femmes ou nos enfants, quand ils passent les 18 ans, sont traités comme des adultes et pas comme des mineurs. C'est ça l'Europe. Et c'est pourquoi j'y tiens. C'est pas simplement, vous voyez, la civilisation de la liberté démocratique des droits de l'homme. Non, c'est aussi la civilisation dans laquelle on traite les humains comme des adultes. C'est la sortie de la minorité, disait Kant. Et ça, je pense qu'il faut absolument y tenir et que si on ne fait pas cette Europe fédérale, au fond comme l'infrastructure économique de cette Europe de la civilisation, de l'autonomie, eh bien, on sera balayé. Voilà. Je mets en fait que les problèmes les plus graves trouvent une solution. Et ma vie s'est passée à le démontrer. Nous avons connu des situations d'une gravité exceptionnelle. Je ne parle même pas de la guerre, mais parlons de l'autoritarisme, parlons du stalinisme, parlons des problèmes de la décolonisation. Que de fois on aurait pu désespérer devant la montée des dangers pour la Terre, devant la montée des dangers du capitalisme sans régulation. Eh bien, tout trouve une solution, j'en suis sûr. Il faut simplement ne pas trop tarder. Il ne faut pas tarder, nous disait Stéphane Hessel avant de s'éteindre en février 2013. Et pour poursuivre la réflexion, ne tardez pas à consulter notre site internet libreensemble.be. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres réflexions laïques. À très bientôt.